Dans cette classe de grands, il ne reste plus que des garçons, ce qui ne dérange personne, même pas le régime de Kaboul. Dans le secteur, il a été battu militairement. Le gouvernement n'a plus son mot à dire sur les programmes scolaires. Mais il continue d'être présent. C'est le gouvernement à Kaboul qui paie nos salaires. Et pourtant, il est en guerre contre les talibans. C'est une décision du gouvernement. Il ne va pas abandonner la population à son sort pour qu'elle devienne ignorante. Le maire du village porte la barbe, comme tout le monde. Pour la sécurité, il préfère les talibans. Mais pour l'argent, il fait confiance au gouvernement. On a eu une très grave tempête il y a 2 ans, avec une énorme inondation qui a tout emporté. Et qui vous a aidé? Elle a été reconstruite grâce à l'argent envoyé par le gouvernement de Kaboul au bureau du développement rural. Les talibans nous aident aussi. Mais jamais ils ne se mêlent de nos affaires avec le gouvernement. Donc vous remerciez les gens du gouvernement d'avoir construit ce pont? Oui, nous on soutient les deux, les talibans et le gouvernement. Ceux qu'on n'accepte pas, ceux qu'on n'aime pas, ce sont les Occidentaux. Une chose est claire, ni les talibans, ni nous, la population, n'aimons les étrangers. Vous profitez donc des deux? Oui, c'est la baraka, la chance et la sagesse de nos anciens. C'est notre mode de fonctionnement, c'est la baraka. Le respect des anciens, des barbes blanches, est important. Les hommes du commandant d'Aoran sont tous originaires de la région. Ils savent qu'ici, il faut écouter la parole des sages. En retour, ils sont eux-mêmes respectés. Nous avons rendez-vous dans une simple maison transformée pour l'occasion en tribunal. Moi je lui ai dit, mon frère, je suis pauvre, ne me cherche pas d'histoire. Tu vas déclencher une vendetta en agissant de la sorte. L'homme à la barbe rousse et son frère, Issa, viennent s'expliquer devant le juge. Le conflit dure depuis des années. Le mur d'Issa empiète sur le terrain de son cadet. Vous êtes musulman et frère, il faut que vous trouviez un arrangement. Monsieur le juge, je vous assure que dans cette histoire entre mon frère et moi, votre décision sera respectée. Grâce à Dieu, nous sommes dans un régime islamique. Tout le monde sait que pour tel délit, il existe telle punition. Tout est clair. Et pour cette raison, les gens évitent de commettre des délits. Personne n'agresse personne, personne ne vole, ne viole, ni ne verse le sang. La justice des talibans est radicale et sans appel. Lapidation, exécution, main coupée. Elle remplace l'ancienne justice avec ses années de procédure, souvent pour rien. Tu disais qu'il y avait eu un jugement rendu sous le précédent régime? Oui, mais mon frère ne l'a pas accepté. Le juge Nazrat, un simple combattant qui s'appuie sur le Coran, est devenu le seul détenteur de la loi dans la région. Ce jugement rendu par les gouvernementaux n'était pas un bon jugement. Il n'était pas conforme à la charia, parce que ce régime de Kaboul est une démocratie opposée à notre émirat islamique. Il ne respecte pas les droits des gens. Le monde entier sait que le régime de Karzai est miné par la corruption. Ils y sont jusqu'au cou. Du plus petit fonctionnaire jusqu'au sommet, ils sont tous corrompus, ce sont tous des voleurs. Sous le gouvernement précédent, il fallait aller voir le juge un jour, puis le lendemain le receveur et le sous-préfet, puis le commandant de police. Et à chaque fois, il fallait donner 200, 400, 1000 Afghani. Il y avait plein de problèmes. Une simple affaire de poulet se transformait en affaire de bœuf qui n'en finissait pas. C'était très mauvais. Maintenant, c'est un jugement de musulmans pour les musulmans. Si tu n'avais pas d'argent, tu pouvais tout perdre. Dans ces affaires, tu perdais tout. Après 6 ans de procédure devant la justice officielle, l'affaire a été réglée en 40 minutes par le juge taliban. Le mur sera déplacé et la décision ne pourra être contestée. Le papier, je l'ai tamponné ici. Tu vois, là c'est le tampon de l'émirat islamique d'Afghanistan. Ce papier a un numéro,
il va être classé. C'est un papier officiel. Et si vous désobéissez à ce jugement, vous aurez 20 000 Afghanis d'amende. Le commandant et ses hommes suivront de près cette affaire. Qui oserait désobéir? Alors prions. Allah fait que la concorde règne entre musulmans, que la discorde disparaisse, que l'émirat islamique s'étende partout. Amen. Les talibans contrôleraient déjà plus de la moitié du territoire afghan. Et chaque jour, ils progressent. Ils viennent de récupérer ce marché. Mais ils m'interdisent de filmer, l'endroit n'est pas encore sûr. Je dois donc donner ma caméra à un Afghan. Le marché est à moitié vide. Akbar, le restaurateur, n'apprécie pas franchement la nouvelle situation. Nous demandons aux talibans de définir clairement l'autorité de chacun. Nous demandons à tout le monde, à nos frères et aux autres, de ne pas ennuyer la population. Avant, on avait des reproches à faire aux étrangers. Maintenant, on en a aussi à faire aux talibans. Ils arrêtent plein de gens. Maintenant, les gens sortent moins. Tous ceux qui dépensaient de l'argent, ceux qui travaillaient avec le gouvernement sont partis. Ils ont fui. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de clients. Sur le marché d'à côté, Daoran, le commandant des talibans, fait campagne. Il a compris que les armes ne règlent pas tout. Pour établir le pouvoir, il faut aussi conquérir les cœurs. Je demande des nouvelles des gens. Je suis très attaché aux gens. Et comme partout, le problème majeur pour la population, c'est la sécurité. Tout le monde se sent en sécurité ici. C'était pas le cas avec les Américains. Bien sûr, avec nous c'est la sécurité, pas avec les étrangers. Le commandant est aussi un homme politique, très attentif à son image. Il veut tout contrôler jusqu'au moindre détail. Ferme la porte, ferme la porte. Et tenez-vous bien, en bon ordre, comme il faut. Là, tiens ton fusil plus haut, comme ça, voilà. Voilà. Ouais, toi aussi, mets ton fusil plus haut. Voilà. Le taliban guerrier fait place au taliban qui doit rassurer. La seule solution pour mettre un terme à la guerre, c'est que les Américains partent. C'est sûr à 90% que leur départ mettra fin à cette guerre. Les 10% qui restent, ça va demander du temps pour réunir une assemblée avec les anciens pour trouver une solution définitive conforme à l'islam. C'est vrai que beaucoup de gens craignent qu'après le départ des Américains, il y ait une guerre civile. Mais après cette défaite, comme les Américains ne seront plus là pour soutenir financièrement, politiquement ou culturellement un groupe ou un autre, eh bien comme ils ne seront plus là, grâce à Dieu, il n'y aura plus de guerre civile. Pour nous prouver que les islamistes afghans sont capables de s'entendre, le commandant Daoran organise une réunion avec tous les commandants locaux. Cela se passe discrètement et de nuit pour éviter d'attirer l'attention des Américains. C'est le plus âgé, un membre d'une autre mouvance, le Hezbi Islami, qui prend la parole, en leur nom. Un discours déjà tourné vers le futur Afghanistan. Au nom d'Allah qui a brisé les os des infidèles, des puissants, des agresseurs en Afghanistan, je commence à parler. Il faut que les forces étrangères partent et qu'elles soient remplacées par des armées de pays islamiques afin que le vide de leur départ soit comblé. Il faut que les pays voisins s'engagent à ne pas s'ingérer. Leur mandat sera clairement la préservation de la paix et en aucune façon ils ne devront bombarder, tuer, emprisonner qui que ce soit pour que le pouvoir soit transféré de façon pacifique. Nous établirons des relations internationales avec tous les pays qui ne nous ont pas fait de mal. Nous établirons des relations commerciales.
Ceux qui nous ont envahis, tués, agressés, envers ceux-là, nous avons de la haine. Tous les autres, dans le cadre de la charia, nous entretiendrons de bonnes relations et nous n'agresserons personne. Les talibans et leurs alliés sont tous persuadés que très vite, ils vont reprendre le pouvoir. L'Afghanistan redeviendra un émirat islamique où des règles strictes seront appliquées. Il y a des femmes avec eux, on ne les arrête pas. Descends. Ici, il y a déjà un responsable des bonnes mœurs. C'est le chef de la police, du vice et de la vertu. Bonjour. Remonte un peu ton pantalon. Pourquoi tu te rases la barbe? Oh, comme ça. Voilà. Se raser est un péché capital. Se raser était un usage dans la tribu de Lot qui s'adonnait à la sodomie. Nous ne pouvons commettre pareil péché mortel. En plus, se raser la barbe nous fait ressembler aux femmes. Et cette ressemblance est maudite. La charia nous laisse plusieurs possibilités. D'abord, on interdit par la parole et si on n'y arrive pas, alors on réprime, on frappe. Ça fait partie des vices, n'est-ce pas? Tu recommences pas, hein? Oui, oui. Des barbes, plus de cigarettes, pas de musique, la charia pour tous et des femmes invisibles. Dans la province de Kunar, l'Afghanistan du 21e siècle est en marche. Et Barack Obama exhorte les responsables de la lutte antiterroriste à redoubler leurs efforts à la veille des cérémonies. Les agents de sécurité sont sur le pied de guerre dans les rues, les bus, les métros et les aéroports. La menace d'un nouvel attentat n'est pas vraiment confirmée, mais elle est jugée crédible. Grégoire Sauvage. Véhicules inspectés, patrouilles d'hommes en armes, des scènes auxquelles les Américains doivent s'habituer, comme ici en Caroline du Nord, ou encore là, à Miami. Toutes les forces de sécurité du pays sont en état d'alerte maximum, particulièrement à Washington et à New York. Dans la Grande Pomme, le dispositif policier prévoit l'augmentation de 30% des patrouilles, une surveillance accrue des bâtiments officiels et des contrôles renforcés dans les transports en commun, des mesures diversement appréciées par les habitants. Depuis l'assaut contre la résidence de Ben Laden, nous savons grâce à des documents que nous avons trouvés sur place qu'Al-Qaïda veut nous attaquer à des dates symboliques, particulièrement New York et Washington. Ces gens qui sont venus nous tuer le 11 septembre 2001 veulent revenir pour nous tuer encore et encore. Journée de commémoration sur fond de nouvelles menaces terroristes. Les services de sécurité sont aujourd'hui sur les dents aux États-Unis. Une fausse alerte au colis piégé a d'ailleurs entraîné l'évacuation tôt ce matin de l'aéroport de Washington. Barack Obama appelle une nouvelle fois à une vigilance accrue. Alors ces attentats du 11 septembre 2001 ont, quoi qu'il en soit, fait évoluer les consciences. Dans les mois qui ont suivi les attentats, des mesures de protection ont été considérablement renforcées. L'administration Bush a également fait voter des lois sécuritaires extrêmement draconiennes. Et depuis 10 ans, les libertés ont reculé aux États-Unis. Céline Blancpain. Dans l'Amérique post-11 septembre, les citoyens sont devenus des suspects. Dans les aéroports, des scanners corporels scrutent leur intimité à la recherche d'indices. Passagers, membres d'équipage, pilotes, ils doivent tous se plier aux nouvelles règles. Quelques semaines seulement après les attentats, le président Bush a promulgué le Patriot Act, un arsenal législatif qui accroît les pouvoirs des autorités fédérales pour lutter contre le terrorisme. Des mesures indispensables, selon Viadine, un des rédacteurs de cette loi. Avant le 11 septembre, nous avions des peines contre la fraude aux allocations sociales qui étaient plus sévères que pour le terrorisme. Bien évidemment, il fallait que ça change. Surveillance des emails, écoute téléphonique, les agences de renseignement recherchent l'ennemi invisible au point parfois, selon cet ancien agent du FBI, de bafouer les libertés.
On a découvert que des groupes pacifistes, des défenseurs de l'environnement, des Américains d'origine arabe, étaient étroitement surveillés alors que rien n'indiquait qu'ils faisaient quelque chose de mal. Après son élection, Barack Obama n'a pas apporté les garanties souhaitées par les associations pour protéger les libertés. En août dernier, le Patriot Act a même été reconduit par le Congrès américain jusqu'en 2015.